Cette semaine à l'émission, on lève le voile sur la réalité des familles d'accueil au Québec, sur les zones d'ombre, bien sûr, mais surtout sur des histoires lumineuses qui s'y vivent. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à un phénomène, à une réalité assez peu connue, mais pourtant bien réelle, bien répandue aussi autour de nous, sur le territoire du Québec et peut-être ailleurs, on le verra, celui des familles d'accueil. Ça fait les manchettes de temps en temps. On voit des histoires un peu tristes, hein, même très tristes parfois, faire les manchettes. Liées à des histoires d'enfants abandonnés, maltraités. Parfois, l'État ou le système réussit à éviter des drames, parfois non. Et jamais bien loin de ces histoires-là, il y a des familles qui sont prêtes à accueillir des enfants qui vivent des situations difficiles, à soutenir, justement, à accueillir toutes sortes d'histoires. Et on a décidé de se pencher là-dessus. C'est parti, disons-le, d'emblée, d'un reportage que notre collègue Stéphanie a fait. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Antoine. Un reportage qu'on peut lire sur leverbe.com qui a été diffusé sur notre site web. T'as aimé ça, faire ce reportage? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai découvert des femmes dévouées, des belles histoires, avec son lot de défis aussi, mais c'est justement ce que j'ai aimé découvrir, c'est qu'à travers les difficultés puis les parties plus... les plus gros défis, il y avait beaucoup, comme tu dis, de lumière qui se dégageait de ça, beaucoup d'amour, un don de soi qui était impressionnant. Ouais. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'idées reçues, en tout cas, peut-être pas beaucoup, mais quelques idées reçues sur les familles d'accueil. On est content d'avoir quelqu'un qui a été famille d'accueil, qui a été père de famille d'accueil, père de famille biologique aussi. Yves Saint-Maurice, bonjour. Bonjour. On va pouvoir démystifier un peu tout ça. C'est une réalité que tu as vécue pendant plusieurs années, quand même. Je dirais pendant une quinzaine d'années, jusqu'à temps que l'enfant qu'on avait gardé à 4 ans est arrivé à 18 ans. Alors, il est arrivé à maturité, Ouais. puis il a volé ses propres ailes. Alors, notre travail c'est pas terminé là, parce qu'on est toujours son père et sa mère. Dans les faits, on n'a pas adopté l'enfant. Mais le lien s'est maintenu. Le lien est encore plus fort qu'avant. Oui? OK, c'est intéressant. Oui. On prendra le temps de plonger dans cette histoire, très belle histoire d'ailleurs, que tu pourras nous partager dans une minute. Le temps que je présente aussi James Langlois. Bonjour, James. Salut, Antoine. Ça fait longtemps. Non, c'est ça, j'allais dire. Tu viens souvent ces temps-ci. Encore une autre tranche de ma vie à exploiter pour une émission. C'est toujours à propos. On va finir par faire le tour un moment donné. De ce kaléidoscope, de cette boule disco multifacette que tu es, James. Fait que, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, moi, j'ai vécu en famille d'accueil de 1 an à 7 ans. Quand même. Oui, ça a été un passage, évidemment, certains disent que c'est les années les plus importantes de notre vie, là, puis d'une manière, on peut dire ça, ouais. Non, c'est pas vrai. Ce qui venait après a été aussi très important, mais on s'entend que ça marque une vie, quoi. Ben ouais, c'est clair. Tu gardes des souvenirs quand même flous ou bien bien nets? Beaucoup de souvenirs, okay. Oui. T'étais jeune? Oui, j'étais jeune. C'est sûr que peut-être là, les premières années, j'ai pas beaucoup de souvenirs, là, mais à partir de... On dit que la mémoire d'un enfant, là, c'est à partir à peu près de 2 ans. Là, fait que, c'est ça. Je commence à avoir des souvenirs à ce moment-là, mais c'est ça qui... Les principaux souvenirs de mon enfance, c'est ça. Bien que j'ai eu des moments aussi avec ma mère biologique, là. C'est ça. Fait que non, c'est... Le lien s'est maintenu avec et ta mère biologique et la famille d'accueil jusqu'à ce jour. Oui, tout à fait. OK, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, sur ton histoire. Je connais déjà des choses, mais j'escompte bien en découvrir de nouvelles. Merci, James. De rien. Revenons à Yves. Yves Saint-Maurice, tu as d'abord eu un premier enfant avec ton épouse. Vous avez eu un enfant et là, ça fonctionnait pas pour en avoir d'autres. C'est bien ça? C'est ça. Alors, on a fait des démarches d'adoption. OK. Il faut se revenir à l'époque. L'adoption, c'était au niveau international. On pouvait aller au Pérou, en Colombie, au Vietnam, en Chine. On parle de quelles années, là? On parle des années, je dirais, début des années 90, OK. fin des années 80.
cette époque-là, là, Ouais. où c'était effervescent, l'adoption internationale était vraiment le Klondike, entre guillemets. Alors, à chaque fois qu'on avait une démarche qui était sur le point d'aboutir pour aller faire une démarche ultime, ça se fermait. Là, il y avait une fermeture. Le pays fermait. Bon. Alors, la dernière étape, ça a été au mois d'août, je me souviens encore, août 92. Les services sociaux nous disent écoutez, pourquoi vous adoptez pas un Québécois? J'ai dit, des Québécois, là. Écoutez, moi, un enfant qui a passé dans 32 familles avant d'arriver chez nous, là, puis qui a 7 ans, puis qui est déjà déformé ou formé, peu importe, c'est un risque qu'on ne veut pas prendre. Qui arrive avec tout son bagage de traumatisme, C'est ça. de Alors, là, blessures. ils m'ont dit, vous êtes prêts à aller en Russie? J'ai dit, oui, on est rendu là. Et bon, ben, c'est bien. Alors, écoutez, en Russie, 4 mois, vous revenez avec l'enfant, on a déjà le dossier, tout est prêt. Ah, c'est formidable. Elle dit, avez-vous pensé qu'un enfant russe, ça pouvait être un peu différent de ce que vous imaginez? Ben, j'ai dit... C'est certainement bon. différent. Oui, vu qu'il est russe. Là. Oui, ben, en partant. Hein? J'ai dit, il va arriver à 2 ans, peut-être. Mais ils ont dit, pensez-vous que les Russes vous laissent leurs meilleurs enfants ou leurs pires? Oh, j'ai dit, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas songé. Mais probablement que l'enfant ne sera pas dans l'élite russe. Là. Et puis, c'était des bouleversements aussi, l'appareil Troïka. Tout était en bouleversement. C'était facile d'avoir un enfant russe, mais c'était facile d'avoir un enfant russe perturbé, peut-être alcoolo-fétal. Puis on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Elle dit, vous voulez pas avoir de Québécois? Ben, j'ai dit, savez-vous, là, avec ce que vous me dites, là, mon épouse était avec moi, j'ai dit, regardez, on prend le dossier de Yves et de Yolène, on le déchire, on le met à la poubelle, puis on dit, au revoir. C'est ce qu'on a fait. Histoire très courte maintenant, dans le même mois, dans les jours qui ont suivi, j'ai une amie d'enfance qui est arrêtée pour meurtre. Crapuleux. C'est un meurtre. Pour voler une carte de crédit. Tu sais, C'était pas joli. Non, c'est pas joli, puis c'est un couple de truands, là, la fille avec le gars. Bonnie and Clyde. C'est pas... Oui. Puis leur portrait dans le journal, affiché, recherché, arrêté en Nouvelle-Écosse, toute beauté. Alors, ça, c'est arrivé au mois de septembre. Au mois de novembre, on s'en va à Blainville, chez ma mère. Et mon père aussi. Et puis, on demande, avez-vous des nouvelles du procès de Michel? Oui, on a des nouvelles. Ça va se faire bientôt. La première audience va passer. Mais là, ils cherchent activement une famille d'accueil d'urgence parce qu'il y a une famille de dépannage à Saint-Luc, en région de Montréal, qui a accueilli un des 2 enfants. Le 2e enfant, étant la plus vieille, est resté avec la grand-mère, qu'on connaissait très bien, etc. Ouais. Donc, pour la fille, c'était réglé. Pour le gars, il était en foyer d'urgence. Depuis 3 mois qu'il était en foyer d'urgence. Alors, parce que sa mère était en prison, ou en tout cas sur le point d'être condamnée. Elle n'était pas jugée, mais elle était déjà incarcérée. Elle n'était pas libérée. Mais non, c'est ça. Elle n'était pas libérée sur parole. Hein? Mais non. Bon. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, ma mère nous dit exactement tous les critères qu'il recherche pour et ma mère répète mot à mot ce que les services sociaux nous ont dit 2 mois plus tôt, sans savoir de quoi il s'agissait. Alors, pour nous, ça a été un signe de Dieu. C'est clairement un appel. C'est clair. C'est ce qu'on voulait pas. Finalement, c'est ce qu'on devra faire. Puis ce qu'on va faire avec plaisir. Parce que là, ça reste un peu comme dans la famille. Tu sais, on est des amis d'enfance, etc. Alors, on a fait la démarche le lendemain. DPJ de Québec, DPJ de Montréal. Les 2 DPJ se parlent. La DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Oui, là, pour exactement. Oui, c'est eux autres qui avaient des enfants ça leur était confié. Ouais. Alors, les deux centres se sont parlés. Ça, c'est judiciarisé, on se comprend bien. Ça prend un juge aussi de la cour. Oui, ça ne s'organise pas sur le coin d'une table. Là, mais écoutez, ça a été à la mi-novembre, à la mi-décembre, l'enfant était chez nous. Avec toutes sortes de... Je ne dirai pas dans les détails, mais ça a été instantané. Notre plus vieux, lui, notre garçon... Qui avait quel âge à ce moment-là? Il avait à ce moment-là, Charles avait autour de 10 ans. Okay. Autour de 10 ans. Et là, vous accueillez un petit gars de... 4 ans. 4 ans. 4 ans. Avec ses travers, mais lui, il a fait 15 familles d'accueil avant d'arriver chez nous. Ben non.
Oui. En quelques semaines seulement? Non, en plusieurs mois, OK. depuis la naissance. Parce que, écoutez, c'est des polytoxicomanes qui ont conçu cet enfant-là. Le père de Raphaël, inconnu. La mère, bien connue, elle avait été en prison. Alors, puis, ça a été polytoxicomanie. Toxicomanie, on disait à Raphaël, attention, tu as en toi des gènes qui peuvent... Mais ça ne faisait pas peur, ça. Je disais, bon, à la grâce de Dieu, hein? Bon. Mais quand même, 14 familles d'accueil de 0 à 4 ans, c'est De 0 à 4 ans. Énorme. C'est Écoutez, énorme. le dossier à la DPJ était de cette j'exagère pas, là, de cette épaisseur-là. Hein, hein? Et c'est cet enfant-là que vous accueillez à ce moment-là, Oui. chez vous, Oui. dans votre famille déjà constituée, déjà C'est ça. commencée. Comment ça se passe? Comment peut se faire l'attachement avec un enfant qui a été détaché, arraché aussi souvent? Oui. Bien, d'abord, il faut comprendre qu'un enfant, c'est pas bête. Hein? Lui, dans la famille d'urgence, on lui mettait... Il y avait 2 filles dans cette famille-là qui recevaient continuellement des enfants en foyer d'urgence. Mais c'était les 2 enfants légitimes de ces adultes-là qui faisaient de la famille d'accueil d'urgence, seulement d'urgence. Alors, on a vu qu'ils mettaient sur le dos de Raphaël beaucoup de méfaits qui n'étaient pas vrais. Et j'ai expliqué ça à la DPJ. Après, j'ai dit, écoutez, il y a un petit pattern là, que vous devriez vérifier avec cette famille-là, parce que moi, j'ai assez d'expérience en éducation pour savoir qu'on met sur le dos de l'enfant tout ce qu'il faut lui mettre pour se débarrasser de lui. C'est un bon bouc émissaire, finalement. Ben oui, parce que les parents s'occupent pas assez de leurs propres enfants, qui sont très bons, mais les enfants réclament de l'attention, réclament de l'affection. Alors, ils ont fait une petite enquête là-dessus, ça a l'air, puis j'avais pas tout à fait tort. Alors, mais nous, Raphaël est arrivé avec la bonté. Il faut comprendre dans une histoire très courte aussi que Raphaël, ce prénom-là, vient du fait que sa mère aimait beaucoup mon père. Elle respectait beaucoup mon père, qui s'appelait... Raphaël, bien sûr. Alors, c'est resté une histoire intime. Mais alors... Qui veut dire Dieu guérit. Oui, et dans son cas, c'était tout à fait pertinent. Alors, ça s'est fait très, très bien parce que notre plus vieux était à un âge assez raisonnable pour comprendre la situation. Ouais. Désirait avoir des frères et des sœurs. Bien Il n'y en sûr. avait pas. Donc, il a pris ça comme étant une belle solution. Wow. Un petit gars, quand même, peut-être un petit gars curieux. Raphaël, c'est un petit gars curieux, etc. Puis, il s'est très bien intégré. Ça a été surprenamment très, très bien. Quelle belle histoire. Oui. Puis la demi-sœur est arrivée à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin. Donc, sa petite sœur, sa petite demi-sœur à Raphaël. Oui, parce qu'il y avait 2 pères différents. Un père inconnu, puis l'autre, c'est un père italien qu'on a rencontré. OK. Un monsieur plus âgé, pas mal, mais un vrai Italien. Alors, elle avait un caractère... Edith avait un caractère très italien. Tu sais, le sentiment, là, puis la colère, puis la Madone. La Madone, elle était tout Tragique le temps... un peu. Oui, mais mes références à la Madone. Dans les tragédies, la Madone, c'était... Mais elle faisait beaucoup de théâtre, un peu. Alors, mais avec Yolène, c'était une opposante. Une opposante. Avec ton épouse, oui. Oui. Alors, ce qui fait qu'elle est arrivée en juin, parce que Yolène avait perdu un autre enfant entre-temps, donc on avait décidé de garder notre plan, qui était de prendre Edith. Ouais. Et Yolène est retombée enceinte, et est arrivée la naissance de notre fille Héloïse en avril. Donc, tout s'est fait rapidement. Et puis, tout s'est bien passé parce que le stress de grossesse est passé dans le stress avec Edith. C'est ma théorie. Bon. Puis après, Yolène est retombée enceinte, puis le stress de grossesse est passé encore à travers l'animosité avec Edith. Et moi, j'ai décidé qu'Edith ne pouvait pas continuer chez nous. C'était trop tendu, c'était difficile à vivre. Alors, quand Thomas, notre deuxième de cette petite série-là, est arrivé, Edith était déjà partie. Mais elle a rendu un grand service. Et on lui a dit, etc. Et nos relations... Vous êtes resté en contact avec elle? On est resté en contact. Les premiers mois qu'elle est partie, elle a trouvé une famille d'accueil à Lauson, pas à Lauson, mais à Beaumont. Et puis, elle a été adoptée dans cette famille-là. Puis, elle s'est mariée maintenant. Mais elle est restée... Elle pensait qu'on lui en voulait. C'est assez curieux. Je ne compterai pas l'anecdote non plus, parce que ça va être trop long. Mais elle est restée en contact avec nous accidentellement après. On a rétabli le contact, puis on lui a dit, écoute, si tu penses qu'on t'en veut,
ben nous, on pense vraiment que toi, tu nous en veux de t'avoir fait décoller de la maison, parti. Alors, toutes ces... Tout a pu se réconcilier. Oui. Puis elle a un beau parcours maintenant. Puis... Alors, on reviendra sur certains détails, assurément, dans les prochaines minutes, parce que on a plein de questions pour toi, Yves. Des questions très précises, même dans le deuxième segment. Juste avant de terminer ce premier segment, James, j'aimerais entendre ton expérience de famille. Oui, bien, c'est drôle parce que moi, il y a certains points qui recoupent l'histoire d'Yves, mais moi aussi, années 90... ma mère et mon père sont dans une relation pas très stable et puis ma mère vit avec ma grand-mère dans un immeuble 4 logements à Val-Bélair. En banlieue de Québec. En banlieue de Québec. Puis une des voisines, c'est une amie de ma grand-mère, Mimi. Et puis Mimi qui est séparée de son mari, etc., qui a 2 enfants plus vieux. Bon. Et puis là, ma mère qui accouche de moi, qui vivait toujours avec ma grand-mère, arrive chez elle. Et puis tout de suite, Mimi me voit dans les bras de ma mère, bébé naissant, puis elle monte en elle ce cri qui dit « Seigneur, un jour, si cet enfant-là a besoin de moi, faites que ce soit moi qui s'en occupe. Et puis là, elle commence à devenir ma babysitrice, ma gardienne de temps à autre. Bon, maman lui confie, elle travaille dans la restauration, tout ça. Et puis donc déjà, j'ai un lien qui se crée avec Mimi, donc j'ai 1 an et demi à peu près. Mon père décède, est assassiné. Donc là, on imagine la vie de ma mère qui est complètement bouleversée. Ben ouais. Ma grand-mère décide, voyant cela, un peu la misère dans laquelle était ma mère, demande à Mimi si elle peut s'ouvrir en tant que famille d'accueil. Et puis font les démarches avec le GPJ. Je suis officiellement transféré chez Mimi comme enfant de famille d'accueil. Donc, puis j'y suis resté jusqu'à 7 ans. Puis, dans cette période-là, ma mère, quand même, avait des droits de visite. Tu sais, je pouvais aller chez elle la fin de semaine. Des fois, ça n'arrivait pas tout le temps. Fait que ça a été quand même je dirais... j'étais déjà habitué avec Mimi, mais ça a été un élément de tension pour elle. Puis c'est ça qui créait quand même beaucoup de souffrance chez moi parce que, dans le fond, souvent, je voulais être avec ma mère, mais elle avait ses responsabilités, tout ça. Souvent, elle ne pouvait pas toujours venir. Puis moi, ça me mettait en crise. Puis donc, Mimi devait aussi gérer un peu mes crises par rapport à ça. Mais somme toute, ça s'est vraiment bien passé. Puis pour moi, j'ai goûté avec elle un amour inconditionnel, vraiment. Là. Elle m'a aimé comme une... c'est ça, comme une mère peut aimer d'une manière inconditionnelle. Puis, j'ai eu, somme toute, une enfance heureuse. Puis, tu sais, évidemment que, à 7 ans, tu sais, je suis retourné vivre avec ma mère. Puis, il y a eu des hauts puis des bas. Effectivement, j'ai eu beaucoup de beaux moments aussi avec ma mère quand j'étais plus jeune, tout ça. Mais, tu sais, il y a quelque chose de la relation primordiale qui s'est plus créée au début avec Mimi. Puis, plus tard, que j'ai dû aussi quand même... rebâtir avec ma mère. Puis là, après, il y a toute la question de... Parce qu'à 7 ans, quand je suis retourné vivre avec ma mère biologique, là, les services sociaux, en tout cas, peut-être on reviendra un peu là-dessus sur ces détails-là, mais les services sociaux essaient quand même de séparer, tu sais, il faut que ce soit une relation qui soit vraiment remise à sa place. Là. Mm-hmm. Donc, il y a eu 1 mois ou 2, si je me rappelle bien, là, dans lequel on ne pouvait plus avoir de contact, ne plus se parler. Avec la famille d'accueil? Avec ma famille d'accueil, mais c'est quand même... Comme couper le cordon un peu, là? Couper le cordon, mais tu sais, c'est quand même... c'est questionnable, là, tu sais, tout ça. Mais ça n'a pas été long que la relation a été rétablie tout de suite après. C'était encore en contact avec Mimi. Encore aujourd'hui, ben oui, on est toujours resté. Même que plus tard dans ma vie, je suis retourné vivre avec elle une courte période, là, mais là, c'était vraiment de manière officieuse. Puis même encore, les mois qui ont suivi, quand ma mère avait besoin, je retournais me faire garder chez Mimi. Fait que ça a toujours été... Là, quand il y a une fête de famille ou quelque chose chez Mimi, t'es invité, tu fais partie de la famille. Exactement. Encore aujourd'hui, ces enfants, je les considère comme mes frères. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé là? Est-ce que tu sentais que tu les dérangeais, ces plus vieux enfants qui étaient déjà là? Il y en avait... la plus vieille était déjà partie. OK. Mais il y avait encore son garçon qui était là, qui lui était, tu sais, vieil adolescent peut-être, là. Je me rappelle bien. Mais c'est sûr que lui, tu sais, ça l'a sans doute un peu dérangé, mais tu sais, je pense que lui aussi, ça l'a aidé
à sortir de lui-même puis à créer une relation avec une autre personne. Mais lui aussi, il y avait l'adolescence, c'est pas toujours un bon moment, mais je suis certain que ça a dû être profitable. Puis encore aujourd'hui, on a une très belle relation. Wow. On prend une petite pause, puis on revient avec un peu c'est quoi le contexte des familles d'accueil au Québec. Stéphanie, je te ferai la belle part. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. J'ai avec moi mes collègues journalistes James Langlois, Stéphanie Grimard et notre invité Yves Saint-Maurice qui a été pendant 13, 15, 14 ans. Je dirais une quinzaine d'années, oui. Quinzaine d'années, famille d'accueil. Stéphanie, tu as fait, je le disais plus tôt, un reportage sur la situation des familles d'accueil au Québec. Tu as interviewé des familles. Oui, 3 familles. C'est quoi le portrait qu'on peut dresser de ce phénomène-là? Bien, c'est sûr que c'est des gens qui ont beaucoup de courage parce que ça prend... C'est pas n'importe qui, je pense, qui peut s'ouvrir à ce point-là face à des enfants dont on ne connaît pas nécessairement le passé. Ils arrivent avec... Il y en a une qui disait il y a des chapitres de leur vie qu'on ne connaît pas. Évidemment, dépendamment à quel âge on les reçoit. Là. Puis ça, on peut faire la demande en fonction de nos préférences. Mais en général, il y a comme une espèce d'abandon là-dedans de dire, bien, je vais prendre ce à quoi je suis appelée à... Ce qu'on m'offre. Ce qu'on m'offre, ce qui se présente à mon chemin. Puis donc, fait qu'il y a cet aspect-là qui est quand même assez difficile de dire, bien, il y a des enfants, quand ils sont plus jeunes, c'est sûr qu'on peut mieux les accompagner. Bien, justement, plus peut-être les aider à changer, à évoluer. Quand ils sont plus vieux, bien, il y en a une de Sylvie qui me disait, on peut que les accompagner. Rendus à un certain âge, il faut les accepter comme ils sont, puis les faire cheminer, oui, mais peut-être de façon moins significative que quand ils arrivent plus jeunes. Là. Il y a une portion d'éducation ou de formation qui est pas trop tard, mais disons... Bien, c'est ça. Disons qu'il y a des plis qui sont pris. Exact. Puis donc, c'est encore peut-être un plus grand défi là, de simplement dire, bien, tout ce que je peux faire, c'est être là, les accompagner. Les écouter. Oui. Puis j'ai remarqué aussi que c'est sûr qu'il y a souvent des enjeux avec la famille biologique. C'est ça, des fois, des tensions ou ça peut très bien se passer. Là. Il y a des cas parmi les 3 que j'ai découvert où ça se passait très bien, mais d'autres où il y avait quand même certaines tensions. Là, des mères, par exemple, très blessées, puis qui vont dire, ben regarde, là, qui vont avoir des conversations ou même des lettres, là, où est-ce qu'ils vont blâmer des fois la famille d'accueil ou la DPJ, de dire, ah, regarde, c'est eux qui font qu'on peut pas être ensemble. Donc, ça peut devenir très difficile, très lourd aussi de bien naviguer dans cette relation-là avec les parents d'origine. Là. Parce qu'il y a une réelle souffrance là, de ces parents-là qui doivent être séparés de leur enfant pour toutes sortes de raisons qu'on s'imagine. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que la DPJ, même depuis le début, là, depuis la première loi, la loi sur la protection de la jeunesse, met beaucoup l'emphase sur... Idéalement, ce qui est visé, c'est un retour dans la famille biologique. C'est ce qui est privilégié. Quand c'est possible. Bon, il y a des critères pour ça, mais évidemment, il ne faut pas que la sécurité ou le développement de l'enfant soit compromis. Mais si ils sont capables, ils vont toujours laisser une chance de dire, bien, si vous pouvez vous prendre en main, on vous donne... Quand les enfants sont plus jeunes, c'est un délai de 1 an qu'on leur donne pour dire, vous avez 1 an pour vous ressaisir, pour vous prendre en main, démontrer que vous êtes capable de vous impliquer aussi auprès de votre enfant, etc. Quand ils sont plus vieux, c'est 2 ans, mais donc, ils laissent toujours un peu cette chance-là parce que idéalement, c'est de garder ce lien-là. Mais évidemment, parfois, c'est pas possible. Puis, à ce moment-là, les milieux d'accueil, les familles d'accueil, ça devient vraiment une solution qui peut donner lieu à de très, très belles histoires aussi. Là. Une vraie bouée dans bien des cas. James? Bien, tu l'as nommé un peu, Stéphanie, mais je pense de fait, moi, j'ai entendu aussi des parents de familles d'accueil dire que ce qu'ils trouvaient difficile, c'était après d'avoir aimé un enfant aussi longtemps, puis que du jour au lendemain, la relation se brise. Bon, c'est des cas aussi qui existent dans des familles biologiques, mais tout le monde n'est pas comme... mettons, les enfants de Yves ou moi par rapport à ma mère de famille d'accueil, où il y a un lien qui se maintient dans le temps. C'est-à-dire, on a beaucoup, ça passe, puis merci, bonsoir, c'est terminé, alors que... Donc, je comprends qu'il peut y avoir une souffrance aussi reliée à ça. Oh, oui, c'est ça. Mais encore là, c'est laisser... Lâcher prise un peu, de se laisser aller à ce qui va arriver. Valérie, elle me disait souvent... Nous, on fait confiance, on prie pour que... on sait que le meilleur va arriver pour cet enfant-là. Puis si ça implique de devoir s'en séparer, bien, ce sera... Donc, encore là, c'est une espèce
de grande confiance qu'ils ont en la vie. Ou en grand don. Un grand don. Tu as évoqué la loi sur la protection de la jeunesse. On parle de la DPJ ou du DPJ, là, du directeur de la protection de la jeunesse ici au Québec. C'est pas arrivé de nulle part. Là. Il y a toute une histoire, il y a tout un contexte. Les grandes lignes de cette histoire-là au Québec, je me suis un peu intéressée à ça. À l'origine, avant, nous, on est habitués de dire, l'État les prend en charge, tout ça. Mais il faut savoir qu'au début, dès la fin du 17e siècle, il y avait le séminaire Saint-Sulpice à Montréal qui accueillait les enfants de tous âges, en fait de 14 ans et moins. Je pensais pas que tu remonterais aussi loin. Il paraît que c'est un des plus vieux édifices à Montréal, d'ailleurs. Mais donc, Yves, t'étais pas là à ce moment-là. J'arrivais. Puis ensuite de ça, au 18e siècle, c'est Marguerite Diouville et les Sœurs de la Charité qui prennent la relève, donc qui s'occupent des enfants dans le besoin. Ensuite, il y a des lois qui vont encadrer un peu ce qu'on appelait à l'époque les orphelinats. C'était comme ça que... Donc, il y avait du financement public, oui, mais qui provenait beaucoup de la charité aussi. Puis c'est en 1954 qu'on commence vraiment à placer à faire des placements en famille substituts qu'on appelle les foyers nourriciers à l'époque. Okay. Puis c'est en 71 qu'on crée l'entité juridique appelée famille d'accueil. Mais là, ça incluait aussi les gens qui accueillaient des personnes âgées. Donc, c'était pas propre à la jeunesse. Okay. Puis donc, 1977, loi de la protection de la jeunesse. Puis comme je disais, qui place un peu les balises, mais encore là, quand on applique cette loi-là, on voit à quel point c'est difficile On peut pas vraiment s'appuyer sur de la jurisprudence non plus, parce que chaque cas est tellement différent. Oui. Mais il y avait quand même eu une tentative d'établir une loi. Puis c'est suite à cette loi-là que 2 ans plus tard est née la Direction de la protection de la jeunesse. Il y a eu une mise à jour en 91 de la loi qui, là, a vraiment fait la séparation entre familles d'accueil pour les enfants et ce qu'on appelle maintenant les résidences d'accueil pour les personnes âgées. Qui est autre chose, complètement. Oui, qui est autre chose. Puis, il y a différents types de familles d'accueil. On l'entendait dans l'histoire d'Yves un peu plus tôt. Il y a des familles d'accueil d'urgence. Là, ça presse, il faut accueillir quelqu'un. Des fois, c'est un appel au milieu de la nuit. Pour quelques heures, des fois seulement. C'est quoi les types là, de C'est ça, on appelle ça les foyers d'urgence, les familles d'accueil d'urgence. Ça, c'est entre 24 et 48 heures en général. Okay. Puis, comme tu dis, c'est des besoins immédiats. Là. Il faut trouver quelqu'un. C'est sûr qu'au début, ils vont essayer de voir est-ce qu'il y a une tante ou est-ce qu'il y a quelqu'un de proche de la famille, un grand-parent qui peut en prendre soin, mais sinon, ils ont recours à... Puis ça, il y a beaucoup de besoins pour ça. Là. C'est sûr qu'il y a des gens à qui ça convient, parce que, bon, justement, il n'y a pas vraiment d'attachement qui se crée. Puis moi, ça m'a quand même fait réaliser ça. Même si c'est quelques heures, une journée ou deux, c'est tellement significatif dans la vie d'un enfant. Un moment où il y a une détresse. Ce besoin, ce moment-là où il peut venir de vivre quelque chose d'effroyable. C'est sûr. Puis là, il y a besoin de bras, il y a besoin d'amour pour passer au travers de ça. Donc, c'est une sorte de famille d'accueil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les familles d'accueil régulières. Puis ça va de quelques mois à 2 ans, les placements. Mais c'est toujours dans la perspective d'un retour à la famille d'origine. Puis en fait, ensuite, il y a ce qu'on appelle les banques mixtes, la banque mixte. Et là, il y a 3 options qui s'offrent. C'est soit il y a un placement à majorité, un peu comme dans votre cas. Donc, on dit on va placer l'enfant jusqu'à sa majorité. Mais ce qui est différent d'une adoption, ça, c'est pas la même chose, parce que il y a aussi la tutelle légale et l'adoption. Okay. Mais donc, c'est simplement dans le cas d'une adoption où là, tu obtiens vraiment tous les droits légaux. Sinon... Il n'y a pas de retour en arrière possible. Oui, exactement. Avec l'adoption, il n'y a plus de retour en arrière. Puis c'est vraiment... Là, tu peux changer le nom, tu peux vraiment obtenir tous les droits parentaux, alors que dans les 2 autres options, ça prend souvent encore le consentement du parent biologique, des parents ou du parent biologique, pour, par exemple, tout ce qui est partir en voyage ou le choix des écoles, etc. Donc, c'est toujours ce lien-là dans les autres cas. Très éclairant. Fait que vous, votre situation, Yves, à ton épouse et toi, c'était avec Raphaël, c'était un placement à majorité? C'était un placement... au départ, c'était un placement à l'urgence. Hein, ça a duré 3 mois, donc l'urgence était vraiment plus que débordée, là. Nous, c'était un placement... Écoutez, le fait que la mère soit en prison, condamnée à prison à vie, puis pas de père connu, ça faisait un placement jusqu'à majorité. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu la possibilité d'avoir, il appelle ça de l'adoption biologique, là. C'est possible avec le renoncement de la mère. C'est ça, quand les parents sont d'accord, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. La mère était d'accord, parce que même si elle était en prison, elle avait un droit biologique. Okay? Au début, il fallait visiter la mère en prison à Montréal, partir de Québec, aller visiter à tous les mois la maman en prison, avec la prison des femmes à Montréal. Là, c'était lugubre, hein? Puis jaune, puis la fumée. Puis... Alors, on a obtenu du juge de Cour supérieure d'arrêter ça. Là.
C'est absolument... Les enfants revenaient de là. Il n'y avait aucun intérêt. Ben ouais. Puis il n'y avait aucun intérêt pour leur mère non plus. Parce que, dans le fond, c'est pas elle qui s'en était occupée. C'était la grand-mère pour la fille, puis c'était la protection de la jeunesse pour le gars. Donc, tout ça, c'est fait. Alors, nous, finalement, on aurait pu adopter Raphaël, mais on ne l'a pas adopté. On ne l'a pas adopté parce qu'à 14 ans, on avait la possibilité, puis on a demandé à Raphaël, puis il dit « Ouais, ça pourrait être intéressant, mais... » Moi, il y avait un petit côté noir que je n'étais pas sûr, parce qu'on ne connaît pas l'histoire biologique du père. Hein? Bon. Puis on connaît l'histoire de la mère, je la connaissais très bien. Alors, d'un commun accord avec lui, on a dit, on ne t'adoptera pas, Raphaël. Mais il dit, dans le fond, je suis content, parce que je vais garder mon nom de famille qui est Brouillette. Je suis le dernier. Je suis le dernier mâle descendant. Donc, il dit ça. Il était content de ça. Alors, dans le fond, on ne l'a pas adopté. Après ça, à 18 ans, il est devenu la majorité, donc il devenait protégé, entre guillemets, par des foyers de groupe. Mais on l'a laissé aller. Mais on a toujours gardé le contact. Mais là, ça a été difficile. C'était l'époque difficile parce qu'il n'y avait plus d'encadrement. On lui donnait un encadrement, peut-être de la peur, je ne sais pas, mais à partir du moment où il a quitté la maison, il est devenu libre comme l'air. Parce qu'il m'avait dit, moi, j'ai 18 ans, Pap. Il m'appelait Pap. Il m'appelle encore Pap. Hein? C'est pas... j'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Mais je dis, quand tu restes dans la maison, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu vas faire avec les règles de la maison. Je vais partir d'abord. T'es libre. Alors, on l'a laissé partir. Ça ne servait à rien d'étirer le plaisir, entre guillemets. Et là, c'était des années difficiles pour lui. Mais il a toujours travaillé. Il a eu son diplôme en boucherie. À 17 ans, il était boucher diplômé, DEP, diplôme d'études secondaires. Un enfant tout à fait normal, régulier. Ouais. Donc, il y avait des belles... Et on a toujours été là quand même. On a toujours été là. Et on est devenu de plus en plus tricoté, serré. Il nous a toujours appelé paiement. Il nous a toujours... il est à toutes les fêtes. Il appelle pour toutes les circonstances. C'est vraiment un lien... Rendu, il y a 38 ans, là. Ce lien-là est plus fort qu'avant. Mais est-ce qu'il y a déjà eu ce moment où il voulait reconnecter avec sa mère biologique et son père Jamais, biologique? au contraire. Ah ouais. Au contraire, parce que lui, dans sa conscience, ma mère, elle a juste voulu du mal pour moi. C'est comme ça qu'il l'a vu, là. Il ne dira pas comme ça, mais il veut rien savoir. La mère, nous, on garde le contact avec la mère parce que la mère veut garder le contact. Elle est sortie de prison, là. Son 25 ans est fini. À un moment donné, elle a marié un ex-prisonnier. Elle est très heureuse. Elle a changé de nom. Mais Raphaël ne veut rien savoir. Et la fille, elle, c'est pas rien savoir. C'est strictement rien savoir. Elle veut même pas qu'on lui donne l'information à la mère qu'elle a eu 2 enfants. Alors, la mère, de temps en temps, et puis là, il dit, est-ce que tu es enceinte? Bon, pas au courant, moi, là. Je sais pas. Quand elle pose des questions... À l'heure qu'elle la pose la question, elle n'est pas enceinte, mais elle l'a été. Puis pour notre gars, c'est parce que je parlais à un moment donné de notre garçon qui, lui, vient d'adopter un enfant. Votre fils biologique? Notre fils biologique, le plus vieux, OK. a décidé de devenir famille d'accueil parce qu'il avait aimé votre affaire. Il avait aimé l'expérience avec Raphaël, puis il trouvait que c'était un geste que lui aussi pouvait rendre. Wow. Alors lui, il a 3 enfants. Le plus jeune a 11 ans présentement. Il a décidé de faire une demande pour être famille d'accueil pour un enfant de 0-3 ans. Il a fait la démarche, etc. Ils ont fait l'évaluation. Ils sont allés inspecter la maison, puis papa avec sa conjointe. Tout a bien été, etc. Mais après ça, il a reçu un téléphone le 20 décembre, à peu près le 20 décembre, il y a 2 ans, pour dire, monsieur, c'est un enfant de Drummondville, il n'y a personne dans la région qui peut l'accueillir. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir un enfant aujourd'hui, là, etc. Aujourd'hui, là, il faut aller chercher à Drummondville à 4 heures. Il est où? Il est à l'hôpital de Drummondville. Bon, il y a un enfant malade. Non, il y a 2 jours. Ah! 2 jours. Alors, mais ça fait un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est le 4e enfant d'une famille où les 3 premiers enfants sont placés en famille d'accueil. Les parents sont déjà fichés, là. Ils sont fichés, mais ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Mais on fait un 4e enfant. Et là, la DPJ a dit, une minute, là, on ne recommencera pas encore la même procédure. C'est bouleversant pour les enfants parce que probablement, on ne les connaît pas, les parents. Mais ce qui m'a allumé, c'est que le petit gars qui a été pris, il a porté à la naissance le nom du père et non pas le nom de la mère. Ça veut dire que les 2 parents étaient encore ensemble. Ben oui, c'est ça. Alors là, ils ont pris l'enfant à la mère aussitôt qu'il est né. Elle l'a pas revu.
a quitté l'hôpital une journée après, puis c'était fini. Après, c'est allé en cours. Là, ça a déboulé en cours. Mais en cours, c'est allé très rapidement parce que l'enfant a été adopté en septembre l'an dernier. Là, c'est un cas d'adoption. Il a été adopté, oui. D'abord, placement de 3 mois. Ouais. Après ça, placement d'1 an. Après ça, placement jusqu'à la majorité. Puis après, et là, les parents n'ont pas eu le choix de dire qu'on est d'accord. Ils étaient d'accord, mais ils n'étaient pas contents. Il n'était pas content, mais il n'aurait jamais eu la garde de ses enfants-là. Alors, c'est une belle histoire, dans le fond. Lui, ça a été rapide. C'est Jules, il s'appelle Jules, mais il ne s'appelait pas Jules au début, il s'appelait Jason. Il a changé de prénom. Puis il a gardé, mon gars a gardé son nom de famille, notre nom à nous, mais entre les deux, il a mis le nom de famille pour garder un certain lien pour l'enfant, etc. Mais c'est très respectueux. Les enfants, écoute, ont accueilli cet enfant-là. À 11 ans, tu peux encore faire un geste volontaire. C'est lui qui s'en occupe le plus, c'est Hubert. Mais cet enfant-là a 2 ans maintenant. Il parle. Il va vous sortir des mots que des adultes vont sortir, etc. Ça vient pas des nuages, ça vient de la stimulation qu'il y a dans la famille, etc. Ouais. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien d'anormal. L'enfant croit normalement, etc. Parce qu'il va y avoir des choses familiales, probablement, mais il n'y a pas de... Alors, pour Charles, c'était un bel accomplissement. Lui est directeur d'un camp de vacances, puis il est professeur à l'école Saint-François, un centre psychopédagogique qu'on appelait. Alors, les enfants en difficulté, là, ils baignent là-dedans. Oui, c'est ça. Il a un don pour ça. Il est bon, il est généreux. Puis sa conjointe aussi, ils sont généreux. Puis les enfants acceptent tout. C'est beau. Mais le fait de vous avoir eu comme exemple aussi, parce que c'est le cas d'une des personnes que j'ai rencontrées qui, elle aussi, sa tante était famille d'accueil. Elle avait déjà côtoyé ces réalités-là, puis ça lui a inspiré, c'est ça. Ouais. Il y a une question qui revient souvent quand on aborde la question des familles d'accueil, c'est c'est-tu payant? Hein? Il y en a qui pensent même qu'on fait ça pour avoir de l'argent, pour avoir un revenu. Est-ce que ce mythe-là tient la route? Dans certains cas, je pense que c'est vrai. Il y en a qui font ça comme un travail, comme des gens décident de s'ouvrir une garderie pour... Est-ce que ça veut dire qu'ils maltraitent et qu'ils sont pas gentils avec les enfants? Non, pas du tout. Moi, je n'avais pas été payé. J'aurais été obligé de travailler dans les dépanneurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais écoutez... De faire travailler là. Moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'octrois qui sont consacrés à toutes sortes de choses. Ils veulent pas que la famille d'accueil pénalise l'enfant. Alors, si ça coûte des couches, puis ça coûte des frais de garde, puis si ça coûte du linge, puis si ça coûte des frais de loisirs, puis si... Tout ça est couvert. Tout est couvert. Ouais. Tout est couvert. Alors, quelqu'un qui est famille d'accueil ne peut pas dire, parce que ma famille d'accueil est là, moi, je suis obligé de faire souffrir mes enfants. C'est pas vrai. Là. Mais de là, est-ce qu'on fait de l'argent? On ne fait pas d'argent avec ça. Mais... C'est pas une business. Là. C'est pas une business. Mais il y en a qui le font pour la... Il y en a pour qui c'est leur seul revenu, là, on se comprend bien. Ils peuvent avoir 3 ou 4 enfants en famille d'accueil. C'est des placements temporaires, souvent, dans ces cas-là. Là. C'est le cas d'une des femmes que tu as interviewées, qui était à la maison, qui était une femme seule, qui avait 3 ou 4 enfants à la fois pendant plusieurs années. C'est ça. Puis elle en a accueilli au total, je pense, 45 qui sont passés dans sa vie. Là, mais elle n'aurait pas pu faire ça avec un emploi. J'imagine que ton épouse était à la maison pour s'occuper des enfants. Ou, on a eu un petit service de garde à la maison, mais Yolène a été, avant d'avoir Héloïse, elle travaillait technicienne dans le laboratoire dans nos écoles. OK. Et puis la dernière année, elle travaillait dans mon école. Alors j'ai dit, c'est une bonne chose que tu t'en ailles. Là. Donc, va accoucher. Puis... Alors, elle n'est pas revenue au marché du travail après. Okay. On a fait un petit milieu de garde en milieu familial. Là, ça lui permettait d'être avec les enfants. Exactement. Okay. Puis... avec des normes et tout. Mais c'est bien développé là-dedans. Et le bonheur... Il faut garder la stabilité. L'important, c'est de garder la stabilité pour ce qui existe. Il ne faut pas que tu stabilises pour stabiliser d'autres. Il faut vraiment que ce soit un tout. Alors, il y a probablement des familles d'accueil qui vivent des échecs pour différentes raisons ou qui sont familles d'accueil peut-être pas pour les bonnes raisons. Mais en général, je dirais que c'est des gens qui sont altruistes, qui veulent... Moi, c'est arrivé de même parce que les circonstances le faisaient, mais on le faisait aussi pour nos propres familles parce que les enfants qu'on a pris étaient un peu dans notre famille famille de voisinage. Pour nous autres, la grand-mère des enfants, c'était ma tante. Moi, c'était mais l'auriez-vous fait si c'était pas de ça? Non. C'est difficile à dire. Je crois pas. Je pense que les circonstances nous ont dicté la ligne.
Il y a une providence là-dedans. Là. Oui, la providence, absolument. Comme on était croyants. Ma mère de famille oui, d'accueil, comme toi même aussi, chose, je finalement, pense. c'est ça. Non, c'est ça. C'était marqué dans le ciel. Ouais, c'est ouais. vraiment le cas de dire. Puis ça nous a sûrement aidé, la foi, etc. À faire le saut. Là. On y reviendra dans quelques instants. Juste avant, Stéphanie, pour conclure ce deuxième segment, il y a une association, il y a une fédération des familles d'accueil. La FARIC, OK. la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, depuis 1974, donc plus de 50 ans. Puis il y a juste un peu comme un syndicat aussi pour faire valoir leurs droits, pour les accompagner aussi à toutes sortes de niveaux. Puis ils font des rassemblements aussi où les familles d'accueil peuvent échanger. Puis on m'a dit qu'en tout cas, pour celles que j'ai rencontrées, c'était très important pour eux de surtout pouvoir partager avec d'autres familles, puis connaître un peu, être accompagné dans tout ce cheminement-là. C'est le porte-voix des familles aussi auprès des instances gouvernementales. Ouais. Donc, on fait une petite pause, puis on revient justement. Yves a bien ouvert la porte là, aux aspects plus spirituels, hein, parce qu'il y en a, en tout cas pour plusieurs familles, mais on tissera quelques liens là, de ce côté-là. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, James Langlois, Stéphanie Grimard et Yves Saint-Maurice. Yves, juste avant de se quitter pour la petite pause, t'évoquais l'aspect spirituel, la foi, comment tout ça s'est placé de manière un peu providentielle dans ton histoire, dans l'histoire de votre famille. J'aimerais savoir, est-ce que ça aide et comment ça aide, parce que tu as la foi, ton épouse a la foi, comment ça aide de vivre, d'avoir la foi? Je vais reprendre ma phrase. Le fait d'avoir la foi, comment ça vous a aidé à vivre cette expérience-là de famille d'accueil? Bien, ça nous aide d'abord à prier pour que ça aille bien, parce que des difficultés, il y en a. Hein, c'est pas... Et puis, on fait affaire avec des enfants qui ne sont pas les nôtres. Hein? Alors, on a un mandat, même si ce n'est pas le mandat des parents qui nous est délégué, on a un mandat de la société. Et puis, donc, il faut faire comme il faut. Il faut accepter les contrariétés qui vont en découler. Il faut accepter aussi les interventions sociales qui ne sont pas nécessairement dans le même sens que nous, on veut. Il y a une forme d'intrusion, ou en tout cas, faut si ça va pas, c'est toi le problème. Comprends-tu? C'est pas l'enfant, c'est toi. On a vu des différentes choses là-dessus. Là. Puis, nous, on avait une petite fille qui était très, très axée sur la Madone, hein, alors, inculquer de la piété, puis inculquer des... Alors, on le faisait d'une façon naturelle, d'une façon normale. Puis, mais les enfants ne sont pas à l'abri des influences externes. Mais une fois qu'ils sont rendus adultes, on continue à travailler de la même façon qu'on travaille avec nos propres enfants. Et puis, alors, le témoignage qu'on peut leur donner, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont garder dans leur pratique, mais ils vont au moins savoir que la foi nous a permis de garder ça à un niveau où il n'y a pas de chicane. On ne lève pas le ton pour rien. Ça peut arriver qu'on lève le ton. À un moment donné, il faut que ça va faire. Mais c'est tout. T'sais. Et puis, on fait nos vacances. Quand on faisait les vacances, n'importe quoi, on le faisait en fonction de tous les enfants, y incluant ceux qui n'étaient pas avec nous. Puis, tout évolue. De façon naturelle, je dirais. Mais si Dieu est présent, ça facilite les choses. Ça nous donne un éclairage qui est un peu différent. Puis, on parle de charité. Bien, la charité est bien accomplie, c'est de donner tout ce qu'on peut pour ces enfants-là. Puis en espérant que quand ils vont quitter la maison, ils aient en main tous les atouts qu'il faut pour faire des choix. Puis on ne peut pas les faire pour eux, mais on va les aider à faire des choix. Puis c'est vrai, mais même nos propres enfants, on leur laisse des choix. Alors pour les enfants en famille d'accueil aussi. Mais en famille d'accueil, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, maintenant en tout cas, par rapport à l'éducation religieuse. Hein. Faut être, Ah ouais? Ah oui, parce que l'enfant ne t'appartient pas. Alors, supposons le petit dont on parle, baptisé, ça ne t'appartient pas de décider qu'on peut le baptiser. Ça prend le consentement des parents à ce moment-là? Oui, puis c'est la démarche de la DPJ aussi. Alors, le meilleur moyen de résoudre le problème, c'est de l'adopter. C'est vrai que ça doit emmener un point de tension. Je ne sais pas comment la DPJ aujourd'hui, peut-être c'était différent dans les années 90, mais tu sais, vu qu'on vit dans une société québécoise qui tend à vouloir se laïciser davantage, est-ce que la DPJ
cherche à omettre certaines familles parce qu'elle sait Je pense pas qu'elle en a les moyens. là, Non, honnêtement. d'une Non, part. c'est ça, il y a tellement- tellement de besoins criants. Ben, d'ailleurs, toi, tu as rencontré 3 familles Trois- qui sont trois des familles gens croyants, pratiquants et ouais. qui accueillent vraisemblablement des enfants en famille d'accueil. Exact. Comment ça se passait chez les gens que tu as interviewés? Ben, je sais Stéphanie? qu'il y a une des familles, entre autres, ils font partie de la communauté de la famille Myriam. Ouais. Puis ils allaient dans les événements avec les enfants, puis ça posait pas problème. Ils étaient très transparents par rapport à ça. La famille biologique était au courant. Les familles, puisque c'est différents enfants, différentes familles, mais ils étaient toujours au courant, puis ça se passait bien. Même qu'ils ont découvert un peu par hasard que finalement, ils voulaient faire cheminer les enfants dans les sacrements. Puis ils ont découvert que les enfants étaient déjà baptisés, puis ça a été comme une grande joie, puis ils ont pu tous continuer dans les sacrements. Sylvie aussi, celle qui en a eu là, 40, là, elle a accompagné plusieurs enfants aussi dans les sacrements. Donc, c'est possible de combiner les deux. Dans la liberté et la transparence, j'imagine Dans que la c'est ça la clé, transparence, c'est que ça soit pas en catimini ou c'est ça, en toute Non, c'est transparence. ça. Puis c'était beau de voir comment, justement, la foi était une ressource de force pour elle. Ah oui? De dire, de demander à Dieu, aime-moi pour que je puisse les aimer à mon tour, s'en remettre un peu à cette force-là, parce que ça en prend de la force. Là. Ça prend il y a beaucoup de moments de découragement, parfois, d'impuissance face à la souffrance des enfants. Donc, puis encore là, l'espèce d'abandon. Il y a une des femmes que j'ai rencontrées qui me disait, c'est comme quand je regarde mon petit garçon presque manquer de tomber quand il marche sur la table, mais il est en confiance, il sait qu'on va le rattraper. Bien, c'est comme ça qu'on doit se mettre dans les bras de Dieu aussi, dans l'espèce d'abandon, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver nécessairement, on ne sait pas qui on va accueillir, on ne sait pas quand ils vont peut-être repartir. C'est toute ce lâcher-prise-là aussi qui était beau à voir. James, dans ton cheminement de foi, même si tu étais très jeune, ça a été quand même déterminant, ce passage-là en famille d'accueil. Absolument, parce que ma mère de famille d'accueil, Mimi, elle était une génération, les baby boomers, qui vivaient, en tout cas pour plusieurs encore, là, mais une relation, c'est ça, une forme de lien avec Dieu qui n'était pas très ancrée dans l'Église, mais quand même, tu sais, piété, populaire, culturelle. Donc, moi, j'étais déjà baptisé par mes parents, donc elle n'a pas eu à se poser cette question-là, mais c'est quand même elle qui, très jeune, me parlait du bon Dieu, m'a montré aussi à prier simplement le soir, à penser à Jésus, tout ça, puis qui, évidemment, je suis la dernière génération à avoir eu l'association école, catéchèse, église, là, donc, puis l'initiation sacramentelle, c'est elle qui a même poussé aussi pour que je sois initié sacramentellement quand j'étais jeune, mais sans doute avec l'accord de ma mère. Là, je ne sais pas comment ça s'est déroulé dans les faits. Donc, pour moi, c'est clair que ces germes de foi qui ont été semés quand j'étais enfant viennent beaucoup de ma mère de famille d'accueil. Tu sais, mes parents n'avaient rien contre, mais je pense pas qu'eux m'auraient transmis la foi. Et puis, aussi, mais tout ce... Je dirais même à un niveau plus profond, tu sais, tout ce chambardement d'enfance. Tantôt aussi, je parlais un peu de la souffrance que cette situation-là familiale a pu me causer, même si dans les faits, elle a été très profitable et très paisible. Bien, il y a une souffrance qui est là, tu sais, quand il y a une instabilité qui se vit, puis un questionnement aussi par rapport de l'attachement avec ta mère, etc. Donc, c'est comme une croix que le Seigneur a permis, qu'il a plantée dans ma vie, en fait, pour que je puisse le rencontrer, tu sais. Puis quand je regarde ma vie, puis quand je repense aussi à ce souhait qui a été semé dans le cœur de Mimi, de dire, bien, Seigneur, si cet enfant-là a besoin de moi, confie-le-moi. Comme je le disais, j'ai goûté là un amour inconditionnel. Je pense que cet amour-là qu'elle m'a donné, en fait, venait clairement de Dieu pour moi. Puis je pense que si je ne l'avais pas eu, j'ai failli me prendre des chemins complètement de travers dans ma vie. Et je pense que si j'avais pas eu cet ancrage affectif ou cet amour-là qu'elle me donnait, j'aurais complètement basculé ailleurs, en fait. Puis c'est grâce à tout ce cheminement-là, grâce à cette croix, que j'ai pu, un jour plus tard, après une certaine crise, mais quand même revenir à Dieu, à l'Église, puis me rendre compte que Dieu avait permis tous ces événements-là pour que je puisse le rencontrer. Parce que malgré tes dérapes à l'adolescence, malgré, comme tu dis, les chemins de traverse que tu as pu prendre ou que tu aurais pu prendre, il y avait cette assurance-là fondamentale ou cette expérience-là primordiale d'être aimé, d'être accueilli, d'être aimé inconditionnellement par quelqu'un qui s'est complètement donné pour te recevoir. Exactement. Non, c'est vraiment un don de soi total. Tu sais, c'est pas... Sylvie disait, c'est donner sa vie pour donner la vie, d'une autre manière que de façon charnelle, biologique, mais c'est un don de soi
tout aussi grand. Parce Ben que ouais. c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment. Là, mais je veux dire, c'est un engagement complet et total envers quelqu'un d'autre. Puis on l'a dit, il y a quelque chose d'un peu difficile, je pense, pour la plupart des... Je sais pas, vous, comment vous avez vécu ça, mais en tout cas, pour moi, qui à 7 ans, à cette époque-là, ça se déroulait comme ça, mais moi, j'avais un suivi constant avec les services sociaux, bien, la DPJ. Puis j'ai rencontré, il y avait une évaluation constante, puis je me rappelle qu'ils m'ont demandé à un moment donné, est-ce que tu veux retourner vivre avec ta mère biologique? Puis c'est sûr que la réponse d'un enfant, je connaissais ma mère, elle vivait quand même, elle était dans mon environnement, donc c'est oui, je veux retourner vivre avec ma mère. Puis je pense qu'on m'a dit que maintenant, ça fonctionnait plus comme ça, mais ils ont quand même écouté ce désir-là de l'enfant. Puis ça a été un déchirement quand même pour ma mère de famille d'accueil de savoir que je l'aimais énormément, mais que fondamentalement, mon désir, c'était de retourner vivre avec ma mère. Puis que peut-être que elle savait peut-être que ça allait pas nécessairement être tout rose tout le temps non plus, là, que ma mère avait des limites qui étaient encore présentes, puis auxquelles j'allais être confronté. Ben ouais, donc, c'est ça. ça demandait une espèce de renoncement, puis de dire, ben cet enfant-là ne m'appartient pas. Fait que... Clairement. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour les familles d'accueil elles-mêmes, avec tous ces détachements-là? Je peux te dire que je ne sais pas aujourd'hui quelle est la situation, mais moi, je retiens que les services étaient débordés. Alors, dans notre cas, ils ont dit Saint-Maurice, commission scolaire, puis on ne s'occupe pas de lui. C'est comme ça que je l'ai vu, là, que je l'ai vécu. On ne s'occupe pas de lui. Parce que tu avais un bon poste dans une commission scolaire. Bagage, l'aura, etc. Tu sais, j'étais comme un peu... Une famille stable. Ouais, un bon garçon, tu sais. Bon. Ah ouais. Puis il me connaissait bien. Puis moi, j'avais des interventions que je faisais aussi avec des services sociaux, puis la DPJ par rapport à l'ensemble des écoles du territoire. Puis je dirais que, fondamentalement, c'est la relation mère-enfant qui est au cœur de tout. C'est là-dessus qu'il faut que les gens travaillent. C'est là-dessus, je pense, que les services vont se préoccuper. Le rôle de la mère, parce que le rôle de la mère est pratiquement continu. C'est elle, la figure continue. Le rôle du père, lui, il doit représenter un peu c'est quoi une figure paternelle en étant moins présent. C'est souvent le cas en étant moins présent. C'est la mère qui est vraiment, vraiment la bougie d'allumage de toute la relation. Alors, oui, il va y avoir du support, mais on l'a vécu, nous autres. La relation tendue entre la petite fille puis ma femme, qui a fait en sorte que la fille est restée finalement 1 an et demi ou presque 2 ans, là, mais pas plus, c'était de dire que si la petite fille a besoin de besoins psychologiques, c'est vous, madame, qui en êtes les responsables. C'est vous qui avez besoin d'aide psychologique. Ça, c'était la goutte d'eau que j'ai dit. Cette journée-là, j'ai dit à Yoden, demain matin, c'est terminé, j'appelle, je demande qu'il reprenne l'enfant. Et on n'avait pas le choix. C'était... Parce que là, c'était comme si tout ce qui se passait en termes de relations acrimonieuses, c'était la faute d'une personne. On disait, mais c'est pas exactement comme ça. OK, c'est éminemment complexe. Là. Mais c'est ça. Il y a des ressources qui existent, effectivement. Ouais. C'est pas tous les cas qu'on... Mais c'est quand même... Il faut pas oublier qu'on est dans les familles d'accueil, c'est un service, mais c'est un service pour des enfants en difficulté ou des familles en difficulté, et ça élimine pas les difficultés. Ça les atténue, ça peut les corriger, ça peut arriver avec une belle... Tu sais, dans le cas de nous autres, ils n'ont jamais demandé ils ne retourneront pas vivre avec la mère. C'est évident. C'est un cas facile, là. Tu sais, alors nous autres, c'est nous autres ou bien rien. C'est compliqué. Wow! Rapidement, 30 secondes. C'est ça que les intervenants sont présents, mais sont débordés aussi, comme tu disais, puis sont épuisés souvent, fait qu'il y a un grand roulement. Je sais que c'est ce que les familles me disaient, qu'ils sont accompagnés, mais que souvent, ça change d'intervenant rapidement, puis que pour les enfants, ça peut être déstabilisant aussi. Merci à vous trois. James Langlois, Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média, Yves Saint-Maurice, père de famille d'accueil pendant une 15aine d'années. Très généreux partage de ton expérience, de votre expérience de famille. Merci à vous trois. Et merci à Marianne Martin, Barthélémy Rieux, qui font un travail exceptionnel à la technique. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.